Bienvenue sur notre chaîne. Nous allons vous raconter une histoire vraie. Installez-vous, parce que celle-là, elle fait mal. Je m'appelle Élise, j'ai 36 ans. Et pendant 36 ans, j'ai cru que ma famille m'aimait. Pas de la même façon qu'ils aimaient ma sœur, non, mais quand même. J'ai cru qu'il y avait quelque chose là, quelque chose de réel sous tout ce bruit. Je me trompais. Je vais vous raconter un repas de Noël, un seul repas. Parce que c'est là que tout s'est cassé. Pas brutalement, comme une assiette qui tombe, plutôt comme un os qui craque après des années de pression. Vous savez, ce moment où vous réalisez que la douleur n'est pas nouvelle. Elle était là depuis le début. Vous aviez juste appris à ne plus la sentir. Mais commençons par le début. Pas le début de ce soir-là, le vrai début. Ma sœur s'appelle Camille. Elle a 3 ans de moins que moi. Blonde, fine, avec ce genre de sourire qui fait que les gens oublient ce qu'ils allaient dire. Depuis qu'on est petite, les adultes autour de nous m'ont établi les règles sans jamais les énoncer à voix haute. Camille était celle qu'on regardait. Moi, j'étais celle qu'on écoutait quand il n'y avait rien d'autre à faire. Quand j'avais 15 ans, un garçon du lycée m'avait accompagnée à la maison pour la première fois. Il s'appelait Théo. Il était timide, il avait les mains dans les poches et il regardait ses chaussures quand il parlait. Je le trouvais beau, moi. Ma mère avait ouvert la porte. Camille était dans le couloir derrière elle, les cheveux encore mouillés de la douche, et elle avait dit quelque chose de complètement banal, je ne me souviens même plus quoi. Théo avait levé les yeux pour la première fois depuis qu'on était arrivés. Mon père avait ri depuis le salon. Il avait dit quelque chose du genre « Attention Théo, tu regardes la mauvaise sœur ?» Comme si c'était drôle. Comme si j'étais la mauvaise version de quelque chose. Théo n'est plus jamais venu après ça. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose, simplement parce que certaines choses ne survivent pas à ce genre de phrase. Ma mère m'avait dit de ne pas y penser. Elle m'avait dit que j'étais trop sensible. Ce mot, sensible. Comme une maladie douce qu'on traîne et dont on devrait avoir honte. J'ai grandi avec ça. Ce sentiment d'être en décalage dans ma propre famille. Pas rejeté franchement, non. Juste légèrement à côté. Comme un tableau accroché 1 centimètre trop bas. Personne ne le dit, mais tout le monde le voit. Quand j'ai rencontré Julien, j'avais 28 ans. On s'était croisés dans un café à Lyon, près de la place Bellecour, un dimanche matin de novembre. Il lisait un livre dont je ne connaissais pas l'auteur et il avait souri quand je lui avais demandé si c'était bien. On avait parlé 2 heures sans voir le temps passer. Julien est le genre d'homme qui écoute vraiment, pas pour répondre, pour comprendre. Ce n'est pas si courant, vous savez. On s'est mariés 3 ans plus tard. Petit mariage, une 50aine de personnes, dans un domaine près de Grenoble. Ma mère avait pleuré. Mon père avait bu trop de vin et fait un discours trop long. Camille avait mis une robe rouge, juste assez échancrée pour que les gens remarquent qu'elle n'était pas la mariée, mais qu'ils auraient peut-être dû se demander pourquoi pas. Je lui avais demandé avant, pourquoi cette robe ? Elle avait dit, quoi, c'est trop ? Et puis elle avait ri. Ce rire qu'elle avait depuis toujours, celui qui dit « Je sais exactement ce que je fais et tu ne peux rien m'en vouloir, parce que j'ai l'air tellement légère. » Je n'avais rien dit. C'était mon mariage. J'avais choisi la paix. Voilà ce que j'aurais dû comprendre ce jour-là. Choisir la paix dans ma famille, ça voulait dire choisir de perdre, à chaque fois. Les premières années avec Julien ont été les plus calmes de ma vie. Pas parce que tout était parfait, on se disputait, comme tout le monde, sur des bêtises, des grandes choses, l'argent, les week-ends, l'organisation de nos vies. Mais il y avait quelque chose dans notre appartenance mutuelle qui me donnait un endroit où poser les pieds. Un sol stable. Je n'avais jamais eu ça avant lui. Ce que je ne savais pas, c'est que ma sœur avait commencé à tester ce sol. Pas ouvertement, pas d'un coup, doucement, comme on teste la glace sur un lac en hiver. Un commentaire par-ci, un message par-là. Des petites choses que Julien ne me disait pas, parce qu'il ne voulait pas me faire de mal, et parce qu'il pensait gérer ça seul. On en reparlera. Le Noël dont je veux vous parler, c'était il y a 2 ans.
On était chez mes parents, dans leur maison à Annecy. Grande table en bois, chandelle, la bûche sur le comptoir de la cuisine, l'odeur du vin chaud qui flottait depuis le matin. Ma grand-mère Odette était là, mes oncles, mes cousines, et puis nous, Julien et moi, arrivés l'avant-veille pour aider à préparer. Camille est arrivée le jour même, bien sûr, à la dernière minute comme toujours, avec une valise trop grande et un sourire qui disait « Désolée, je suis en retard, mais vous êtes tellement content que je sois là. » Et c'était vrai. Mes parents l'étaient. Mon père avait dit « Ah, voilà la belle », en riant. Mon père dit toujours ça quand Camille arrive. Toujours, sans jamais sembler réaliser que je suis dans la même pièce. Le repas avait bien commencé, vraiment. Il y avait quelque chose de presque chaud dans l'air ce soir-là. La nuit dehors, les lumières sur la table, ma grand-mère qui racontait une histoire de sa jeunesse que je n'avais jamais entendue. Julien écoutait avec cette attention qu'il a et qui fait que les vieilles personnes l'adorent immédiatement. Et puis, je ne sais pas exactement comment ça a commencé. Je sais qu'on était entre l'entrée et le plat principal. Julien servait le vin, il faisait le tour de la table, et Camille l'avait regardé avec ce sourire particulier qu'elle a quand elle décide que quelqu'un mérite son attention. Elle avait posé sa main sur son avant-bras, juste une seconde, et elle avait dit, à voix haute, assez forte pour que tout le monde entende, « Tu sais, Julien, si tu m'avais rencontré en premier, tu n'aurais pas cherché plus loin. » Silence. Pas un silence gêné, un silence d'attente. Comme si la table entière attendait de voir comment allait réagir le public. Ma mère avait souri. Ce sourire qu'elle a pour Camille, celui qui dit « Qu'est-ce qu'elle est vive, cette petite ?» Mon oncle Michel avait toussé dans son verre. Ma cousine Sophie regardait son assiette avec une concentration excessive pour quelqu'un qui ne mange pas de foie gras. Ma grand-mère Odette avait posé sa fourchette. Et moi j'avais regardé Julien. Il avait reposé la bouteille de vin très doucement sur la table. Il n'avait pas souri. Il avait juste dit, calmement, « Camille, s'est déplacée. » Camille avait haussé les épaules avec ce petit mouvement qu'elle fait, comme si les mots des autres glissaient sur elle sans jamais accrocher. Elle avait dit « Oh, allez, c'est Noël, détends-toi !» Et mon père avait dit, il avait vraiment dit ça, il avait dit « Élise, ne fais pas ta tête, ta sœur plaisante, tu la connais. Ta sœur plaisante, ne fais pas ta tête. » Comme si ma tête était le problème. Comme si ce qui venait de se passer n'était pas ma sœur dire à mon mari qu'il aurait mieux fait de la choisir, elle, devant toute ma famille réunie autour d'une table de Noël. Je me souviens d'avoir regardé la bougie devant moi, la flamme. J'avais pensé, si je reste très immobile, peut-être que ça va passer. Peut-être que quelqu'un va changer de sujet. Peut-être que ma mère va dire quelque chose d'utile pour une fois. Ma mère avait dit « Qui veut encore du foie gras ?» Et là, quelque chose en moi avait décidé. Pas dans ma tête, plus bas, dans cet endroit du corps où les décisions vraiment importantes se prennent. J'avais regardé Camille, je lui avais dit « Tu viens de dire quoi exactement ?» Elle avait ouvert les yeux un peu plus grands, ce regard innocent qu'elle perfectionne depuis l'enfance. « Oh Élise, c'était une blague, tu prends tout tellement au sérieux. » Tellement au sérieux. J'avais dit « Non, répète ce que tu as dit. » Mon père s'était levé légèrement sur sa chaise. Il avait dit « Arrête ça, tout de suite. » Et là, Julien avait dit « Non, c'est elle qui arrête. » La table entière s'était figée. Pas parce que c'était dramatique, parce que Julien ne s'était jamais opposé frontalement à mon père. Personne ne le faisait vraiment. Mon père avait cette façon d'occuper une pièce qui rendait le désaccord inconfortable. Mais Julien n'avait pas l'air inconfortable ce soir-là. Camille avait commencé à dire quelque chose, je ne me souviens plus quoi, parce que j'avais déjà décidé de ne plus écouter les explications de Camille. J'en avais écouté toute ma vie. Elle finissait toujours au même endroit. Moi qui m'excuse d'avoir mal compris quelque chose d'évident, je m'étais levée, pas violemment, lentement.
J'avais dit à ma mère « Je ne reste pas ». Elle avait dit « Élise ». J'avais dit « Non ». Mon père avait dit « Tu vas pas faire un scandale pour rien le soir de Noël ». Et j'avais répondu quelque chose que je n'avais jamais dit avant. J'avais dit « Le scandale est déjà là, papa ». Il était là depuis le début du repas. Je pars, juste avant qu'il empire. Camille s'était mise à pleurer, bien sûr. Les larmes de Camille arrivent toujours au bon moment. Comme une pluie qui tombe exactement quand les gens commencent à vous en vouloir pour avoir allumé le feu. Elle avait dit « J'arrive pas à croire que tu fasses ça. C'était une blague, Élise, une blague. » J'avais pris mon manteau sur le porte-manteau de l'entrée. Julien était déjà derrière moi. J'avais regardé ma grand-mère Odette une dernière fois. Elle avait les mains posées à plat sur la table. Elle me regardait avec quelque chose dans les yeux que je n'avais pas vu souvent chez elle. De la fierté peut-être, ou juste de la tristesse. Les deux ressemblent parfois. Je lui avais dit « Bonne nuit, mamie ». Elle avait dit « Conduis bien ». Et on était sortis. Il faisait ce froid particulier d'Annecy en décembre, humide et tranchant. Le lac était noir au loin. On était restés 1 minute dans l'allée sans rien dire, Julien et moi. Il avait soufflé dans l'air froid et son souffle avait fait un petit nuage. Il avait dit « Tu trembles ?» J'avais dit « Je sais ». Il avait mis sa veste sur mes épaules, même si lui aussi avait froid. On avait marché jusqu'à la voiture. Je ne pleurais pas. Ça m'avait surprise moi-même. J'avais tellement pleuré dans ma vie, après des versions plus douces de cette même scène. Là, rien. Juste cette sensation étrange de quelque chose qui se dépose enfin au fond. On avait roulé 10 minutes en silence. Et puis Julien avait garé la voiture dans une rue que je ne connaissais pas, devant une boulangerie fermée avec les lumières de Noël encore allumées dans la vitrine. Il avait dit « Il faut que je te dise quelque chose ». J'avais su, avant même qu'il ouvre la bouche, que c'était important. Julien ne gare pas la voiture pour rien. Il avait sorti son téléphone. Il m'avait montré des messages. Camille. Les messages remontaient à presque 1 an. Pas beaucoup, pas une avalanche. Des petites choses précises et calculées, espacées dans le temps, comme des cailloux posés sur un chemin. Un message en avril qui disait « Tu mérites mieux que quelqu'un qui t'empêche de t'amuser ». Un autre en juillet, après un anniversaire familial. « Tu sais que je t'ai regardé toute la soirée ». Un autre en septembre, juste un mot, juste « Allez Julien, tu peux me dire la vérité ». J'avais lu chaque message 2 fois, 3 fois pour certains. J'avais demandé « Et tu ne m'as rien dit ?» Il avait dit « J'ai essayé de gérer ça seule ». Je lui ai dit d'arrêter, 1 fois par message, 1 fois en face, lors du barbecue chez tes parents en août. Elle m'a dit que j'étais trop sérieux, sensible, dramatique. Ma famille avait un vocabulaire pour chaque situation où quelqu'un refusait de se laisser faire. J'avais dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Il avait dit doucement « Parce que je savais comment ça allait se terminer. » Pas pour elle, pour toi. Et il avait raison. J'aurais confronté Camille. Camille aurait pleuré. Mes parents auraient dit qu'il avait mal interprété. Et j'aurais fini la nuit à m'excuser d'avoir créé une tension. Mon téléphone avait commencé à vibrer sur mes genoux. Maman, papa, maman encore, Camille, puis le groupe familial. J'avais ouvert le groupe. Ma mère avait écrit « Revenez, c'est ridicule ». Mon père avait écrit « Tu nous fais honte devant toute la famille ». Camille avait écrit « Julien a tout monté en épingle exprès. » Exprès. Voilà. Maintenant, c'était la faute de Julien. J'avais pris une grande inspiration et j'avais envoyé un seul message dans le groupe. Un seul. J'avais écrit « Camille envoie des messages à mon mari depuis presque 1 an pour lui dire qu'il a choisi la mauvaise sœur.
Si quelqu'un veut prétendre que ce soir c'était une blague, commencez par expliquer ça. Les 3 petits points étaient apparus immédiatement. Camille, qui écrivait, qui s'arrêtait, qui recommençait. Mon père avait répondu à la place. Il avait écrit « Tu n'as pas le droit de faire ça dans un groupe familial », ce qui signifiait « J'ai vu les messages et je ne veux pas en parler ». Ma mère avait appelé. J'avais répondu. Elle avait dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Cette question que j'entendais depuis l'enfance, formulée de 100 façons différentes, mais qui voulait toujours dire la même chose. Pourquoi tu n'acceptes pas ce qu'on te donne et tu te tais ? J'avais dit, ce qui ne va pas chez moi, c'est que ma sœur envoie des messages à mon mari et que toi, tu me demandes ce qui ne va pas chez moi. Elle avait dit, si Julien avait eu le bon sens de ne pas répondre. Julien avait ri à côté de moi. Un seul son, bref et froid. J'avais dit, tu viens de dire quoi ? Elle s'était reprise. Elle avait dit, je dis juste que ces choses-là, ça se règle en famille, pas en faisant une scène. En famille. En famille, c'est-à-dire entre nous, sans que les règles changent, sans que quelqu'un perde sa place de favorite, sans que les vieilles hiérarchies bougent d'un millimètre. Camille avait pris le téléphone. Je l'avais entendue à sa voix avant même qu'elle parle. Ce souffle légèrement mouillé qui précède les larmes qu'elle décide de produire. Elle avait dit « Je peux pas croire que tu aies fait ça. Tu as humilié toute la famille. » J'avais dit « Humilié, toi. Qui a dit à mon mari qu'il aurait dû me choisir, toi. C'est ça qui t'humilie. » Elle avait dit « C'était une blague, Élise. Une blague. Pourquoi tu peux pas comprendre ça ?» Là, j'aurais pu répondre. J'aurais pu lui expliquer, encore, la différence entre une blague et une stratégie. Mais j'étais fatiguée. Pas de la façon dont on est fatigué après une longue journée. De la façon dont on est fatigué quand on réalise qu'on a passé des années à se battre pour quelque chose qui n'a jamais existé. J'avais dit « Camille, je ne veux plus te parler ». Elle avait dit « Tu es sérieuse là ?» J'avais dit oui. Et j'avais raccroché. Julien avait posé sa main sur la mienne. Il n'avait rien dit. Il n'avait pas besoin. Quand on était rentré à Lyon 2 jours plus tard, j'avais bloqué Camille sur tout. Téléphone, messages, réseaux sociaux. Puis mon père. Puis ma mère, après un dernier email d'elle qui commençait par « Nous devons tous faire des efforts des 2 côtés. » Des 2 côtés. Comme si les 2 côtés se ressemblaient. Ma grand-mère Odette m'avait appelé une semaine après. Elle avait dit « J'ai attendu que le bruit se calme pour t'appeler. » J'avais dit « Il y a encore du bruit ?» Elle avait dit « Ton père dit que tu as toujours été jalouse de ta sœur. » J'avais dit « Je sais. » Silence. Puis elle avait dit « Moi je sais que c'est faux. Et je veux que tu le saches aussi. » C'était si simple, si court, mais personne dans ma famille ne me l'avait jamais dit comme ça, directement, sans condition. Ma grand-mère était venue nous voir à Lyon en février. Elle avait apporté une tarte aux noix dans une boîte en métal. On avait bu du café. On avait parlé longtemps. Et à un moment, elle avait dit « Tu sais ce qu'Odile, la petite amie de ta sœur, elle m'a dit avant de la quitter ?» J'avais dit « Camille s'est séparée ?» Grand-mère avait dit « Le garçon qui était avec elle depuis 2 ans, il s'appelle Antoine. Il a vu les messages. Il est parti la nuit du réveillon. » Je n'avais rien dit pendant quelques secondes. Je n'étais pas contente. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était juste cette sensation étrange de voir le monde fonctionner selon ses propres règles, indépendamment des protections que ma famille avait toujours accordées à Camille. Cette fois, elle n'avait pas pu sourire assez vite pour que le charme fasse son travail. Ma grand-mère avait posé sa main sur la mienne. Elle avait dit « Tu aurais dû faire ça bien avant. Ta paix t'a coûté trop cher dans cette famille. » Je n'avais pas répondu tout de suite, parce que c'était vrai, et que les vérités vraies demandent un moment avant de se poser correctement. Ma mère m'a envoyé 3 emails en 3 mois.
chaque fois un peu plus proche de quelque chose qui ressemble à des excuses sans jamais vraiment en être. Le troisième disait « Je t'aime et tu me manques ». Je lui ai répondu une seule fois. J'ai dit « Je t'aime aussi ». Mais l'amour ne répare pas tout. Mon père n'a pas écrit. Un soir de mars, j'ai reçu un SMS. Il y avait juste mon prénom et un point. Élise. J'ai regardé ce point longtemps. Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Une phrase qui n'a pas été écrite. Un sentiment qui n'a pas de mots. Ou juste quelqu'un qui ne sait pas comment c'est. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis cruelle, parce que je ne savais pas quoi dire à un point. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis ce réveillon à Annecy. La vie avec Julien est la même, bonne et ordinaire et vraie. On a un appartement avec trop de plantes et pas assez de rangement. On mange le dimanche en regardant des séries qu'on a déjà vues. Il lit encore des livres dont je ne connais pas les auteurs. Et parfois, il me demande si ça va. Et je dis oui, et c'est vrai. Je ne sais pas si je reverrai mes parents un jour. Je ne sais pas si j'en ai envie. Ce n'est plus une blessure ouverte, cette question. C'est juste quelque chose que je porte, légèrement, comme on porte les choses qu'on ne peut pas changer. Ce que je sais, c'est que le soir où je suis sortie de cette maison, en laissant derrière moi la bûche et les chandelles, et le vin chaud, et 36 ans de ne fais pas ta tête, j'ai eu froid dans l'allée. Et que malgré ce froid, j'ai respiré plus librement que je ne l'avais fait depuis des années. Parfois je pense à cette flamme de bougie que je regardais au moment où tout a basculé. Cette petite chose fragile qui tient contre l'air. Je me demande si c'était ça, moi, pendant toutes ces années. Quelque chose qui tient, qui tient, qui tient, et qui, à un moment, décide juste de brûler autrement.